Ça sent pas bon, Monsieur Courdil. De quoi ? Ça sent pas bon pour vous. On sait que le résultat de la présidentielle est corrélé à celui... On sait que le résultat, des élections législatives est corrélé à celui de la présidentielle. Or, votre candidate, les Républicains, Valérie Pécresse, est en perte de vitesse. Est-ce que ça vous inquiète ? Écoutez, moi je crois qu'aujourd'hui, il faut prendre le pouls de la situation que l'on est en train de vivre. On a une guerre aux portes de l'Europe. La guerre en Ukraine rebat les cartes de tout ce que nous avons pu parler précédemment. Et au contraire, moi je crois que c'est intéressant pour remettre enfin au cœur du débat les sujets les plus importants. Ça on est d'accord, mais ça n'explique pas la dégringolade de Valérie Pécresse. Comment vous expliquez ? C'est le temps des grandes décisions politiques qui revient enfin. Pour apporter des mesures aux solutions, il faut que votre candidate soit élue. Or aujourd'hui, on le voit au gré des différents sondages qu'elle est en perte de vitesse. Comment vous l'expliquez ? Regardez bien les sondages, vous avez raison. Regardez les sondages. Il n'y a que 2 candidats qui augmentent. Non, pas du tout. Macron et Marine Le Pen. Ils sont complètement rebattus. De facto, moi, vous savez, je suis gaulliste, on est tous français ici, je suis avant tout nîmois et je vois bien les réactions des gens. Qu'est-ce qui compte aujourd'hui ? C'est la position de la France en Europe, c'est la position de la France vis-à-vis de cette guerre et de cette crise internationale. Donc les sondages ne vous inquiètent pas. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Les sondages ne vous inquiètent pas. On serre les rangs autour du drapeau. On serre les rangs autour du drapeau et on compte sur la position de la France. C'est bien ce qu'il est en train de se passer. Donc profitons-en. Mais est-ce qu'on vote le 10 avril pour Valérie Pécresse ou pas ? Quand on s'appelle François Courdil. Oui, bien sûr qu'on vote pour Valérie Pécresse. Vous n'allez pas retourner En Marche, vous êtes bien chez les Républicains. Parce qu'on pourrait tenter quand on voit qu'Emmanuel Macron est à 33,4% des intentions de vote. Écoutez, aujourd'hui, les présidents de la République, en temps de guerre, en temps de crise internationale, je crois qu'il faut serrer les rangs autour du drapeau français. Il représente aujourd'hui la nation, donc on fait corps. Mais ça ne doit pas nous empêcher de parler des vrais problèmes, des problématiques stratégiques, des problématiques de défense, d'indépendance énergétique. Après, il y a aussi et de souveraineté. Un vrai problème que peut avoir Valérie Pécresse, c'est son manque de crédibilité. On l'a vu, un meeting raté, une polémique sur l'organisation du congrès interne, je crois que c'est un faux procès qu'on fait aux femmes. Je vais juste terminer ma question. Encore une parodie de Conseil de défense. Est-ce que tout ça, ça l'a pas décrédibilisé ? Et ça pourrait vous porter préjudice, parce que si elle arrive quatrième, les élections législatives vont être assez compliquées. Oui, je vais vous dire une chose, Coralie. Les gens dans la rue, les Nîmois, les Gardois, ils me parlent pas de ça. Ils me parlent de quoi ? Et c'est un problème pour vous qu'on ne parle pas de Valérie Pécresse, si vous voulez être élu ils ont besoin que l'on fasse. Ils n'ont pas besoin d'une candidate ou d'un candidat qui plaise. Ils ont besoin d'un candidat qui fasse. Voilà. Et je pense que Valérie Pécresse. Mais le leitmotiv entre plaire et faire, c'est qu'il faut qu'il soit crédible. Or, je vous repose la question, je sais que vous ne voulez pas répondre. Écoutez, je pense qu'elle gère la première région d'Europe. Elle le fait de manière dit la dernière fois quand vous étiez venu il y a un mois sur notre plateau. Ça n'a pas changé, ça tombe bien. Et je pense pas d'auto-analyse chez les Républicains et chez François Courdil. Pas d'auto-analyse, en tout cas, sur la crédibilité de notre candidate. C'est bon, des fois, de se remettre en question, monsieur Pas Courdil. sur sa crédibilité. Jeudi, sur LCI, il y a un débat. Valérie Pécresse sera face à Éric Zemmour. Qu'est-ce que vous attendez de ce débat ? De ce débat, écoutez, j'attends de la retenue. J'attends un petit peu de hauteur, une prise de position des uns des autres sur les grands enjeux auxquels on doit faire face aujourd'hui, que ce soit de manière stratégique ou sur des problématiques du quotidien qui seront les répercussions de cette crise internationale. Est-ce que vous croyez en elle ? J'attends vraiment. Parce que c'est vrai que c'est pas une femme de meeting, mais dans les débats, au second tour. Valérie Pécresse sera au second tour. Donc, je vais reposer ma question. Est-ce que dans ce débat, elle va peut-être pouvoir un peu se refaire, montrer ses propositions ? On sait que le style de Valérie Pécresse, c'est plus dans l'interaction que d'être seule derrière un pupitre. Moi, j'y crois. C'est une femme qui a fait ses preuves, qui a de l'idée. Il faut absolument qu'elle puisse les exposer. Ce débat, on verra s'il en sera l'occasion. J'espère que ce ne sera pas une énième fois l'occasion de sortir de faux débats, mais de se concentrer dans ce qui compte dans le quotidien des Français. C'est bien que vous y croyez parce que du coup, TF1, lui, la chaîne a moins cru à ce débat et le basculera sur LCI pour regarder la série Balthazar. Et on rappelle simplement que Valérie Pécresse, monsieur Courdil quand même, sera à Nîmes le 17 mars. Et j'y serai. On va donner la parole, Coralie, je vous redonne la parole dans quelques instants pour des questions plus locales. Mais Johan, je vous en prie, posez votre question à notre invité. J'avais pas préparé de questions, mais ça m'est venu en vous écoutant. J'étais très surpris d'entendre Éric Zemmour, il y a quelques jours, dire sur une antenne de radio, je crois, qu'il trouverait que Valérie Pécresse ferait un bon Premier ministre. Alors on sait que Valérie Pécresse songe fortement à devenir Premier ministre d'Emmanuel Macron, mais
Éric Zemmour lui-même lui a, de manière par médias interposés, proposé d'être son Premier ministre en disant qu'elle serait un bon Premier ministre. Oui. Quelle est votre réaction ? Ma réaction, c'est qu'on est habitué au sexisme et à la misogynie du candidat Éric Zemmour. En positionnant forcément une candidate comme une première ministre, mais qui ne pourrait pas être potentiellement une présidente de la République. Et bien, je vous le dis, elle peut l'être. Et j'espère que dans ce débat, on parlera de choses, parce que ce qu'on voit aujourd'hui entre les saluts nazis dans les meetings, entre les positions pro-Poutine, entre les positions pétainistes. Moi, je suis gaulliste. J'ai un grand-oncle qui a fini dans un camp de concentration. Et quand on met sur le... Mais c'est très bien, mais quand on met sur le même plan Pétain et De Gaulle, je pense qu'on a un problème. Quand on met sur le même plan qui a fait que la France est dans l'abîme et Macron, je pense qu'on a un problème. Voilà. Et vous n'avez pas répondu, donc j'ai bien compris qu'elle ne pourrait pas être son Premier ministre, mais pourrait-elle être le Premier ministre ? Elle ne sera pas Premier ministre, Yohann Gillet, elle sera présidente de la République. Sérieusement, vous et moi savons très bien qu'elle ne sera pas présidente. Accepterait-elle d'être Premier ministre d'Emmanuel Macron ? Méfiez-vous des Français. Allez, Stéphane, je vous en prie, posez votre question à notre invité avant de redonner la parole à Coralie. Eh bien, François Courdil, vous avez un parcours politique original, pour ne pas dire particulier. Bon, vous venez de La République En Marche, vous avez soutenu Emmanuel Macron en 2017. Vous avez été l'attaché parlementaire de Philippe Berta pendant 2 ans et demi, sachant que Philippe Berta, chacun sait, est proche de M. Bayrou. Vous êtes potentiellement, je dis bien potentiellement, de droite depuis un peu plus de 2 ans, puisque vous avez décidé de rallier Jean-Paul Fournier, à moins que ce soit lui qui ait fait appel à vous. Droite molle. C'est pour ça que je vous dis potentiellement, j'ai un doute sur le qualificatif. Et au jour d'aujourd'hui, vous êtes derrière Valérie Pécresse, on l'a compris, qui évoque le grand remplacement, qui évoque des zones de non-France dans notre pays, qui fait un peu le perroquet souvent d'Éric Zemmour. Vous êtes dans un parti où Éric Ciotti a annoncé qu'il voterait Éric Zemmour au second tour de l'élection présidentielle. Ma question est très claire, très simple, et j'attends une réponse aussi claire et simple de votre part. En cas de duel au second tour entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, vous voterez pour qui ? Ce ne sera pas le cas, puisque Valérie Pécresse sera au second tour. Oh, mais... Vous savez très bien. Mais est-ce que la question peut être intéressante rapidement ? Est-ce qu'il n'y a pas une porosité quand même entre les électeurs à la fois de Valérie Pécresse et d'Éric Zemmour sur certaines thématiques de ces électeurs. Non, mais écoutez. Je crois que surtout pour les électeurs des Républicains qui restent de droite, il serait honnête de savoir en cas de second tour pour qui les Républicains vont voter. Non, mais attendez, excusez-moi, elle sera au second tour. Elle se bat. Je crois que arrêtons les procès en misogynie, arrêtons le sexisme vis-à-vis de cette femme. Les propos que vous tenez sont rabaissants aujourd'hui, dégradants vis-à-vis de la femme. Si c'était M. Dupont qui c'était votre candidat, je vous aurais posé la même question. Je soutiens Valérie Pécresse. Voilà ce qui se passe. Alors, je soutiens Valérie Pécresse. Donc je vais m'en excuser. Donc vous retournez. Stéphane, je vais essayer. Mais j'avais déjà compris que vous faites partie des classiques qui reviendraient chez Macron. Oui, vous étiez chez LR et vous avez basculé à l'extrême droite. Et aujourd'hui, vous me donnez des leçons de morale. Vous ferez comme Bruno Le Maire, vous irez à la soupe. Oui, allez. Alors juste, si vous voulez bien, et Stéphane, je vais aller dans votre sens, puisque je vais reformuler votre question, parce qu'elle a par contre du sens. Quand Valérie Pécresse, lors de son meeting, son grand meeting à Paris, a laissé entendre quand même que le grand remplacement, cette théorie du grand remplacement, aujourd'hui, pouvait exister. Est-ce que ça vous a gêné ? Est-ce que ça vous a gêné ? Les propos exacts, c'était « Il n'y a ni grand déclassement, ni grand remplacement ». C'était l'occasion. Oui, elle a cité le propos. Vous l'évoquez à longueur de meeting. Donc oui, elle s'est saisie de cela pour mettre dos à dos l'extrême droite et l'angélisme. Et je crois qu'au contraire, elle a une position centrale, elle a une position forte, et c'est une candidate très crédible qui y arrivera, j'en suis persuadé. Allez, Coralie, des questions plus locales, s'il vous plaît. Alors, je vais vous parler de Philippe Berta. Il était l'invité que vous connaissez bien, il était invité sur notre plateau. C'est votre adversaire MoDem et député sortant de la 6e circonscription. Il n'a pas été très tendre avec vous, Monsieur Berta. Il pense que vous n'avez, je cite, pas de travail et qu'il a certainement été votre seul employeur. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Monsieur Courdil ? Écoutez, je suis administrateur de biens immobiliers dans notre entreprise familiale qui a pignon sur rue, qui existe depuis 1955, mais il a raison, je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de travail parce que
j'exerce mes 2 passions aujourd'hui. L'immobilier d'un côté, la politique de l'autre. Et quand vous exercez votre passion, vous ne travaillez plus jusqu'au dernier jour de votre vie. C'est extraordinaire. Votre travail, excusez-moi, consiste en quoi? Qu'est-ce qui vous plaît? Comment vous vous êtes lancé dedans? On exerce donc le métier de gestionnaire de biens immobilier. Il s'agit de la gestion locative que des propriétaires nous confient pour s'occuper à charge des biens, des lots, des logements qu'ils nous mettent donc en gestion et on fait aussi de la transaction, de la location. Voilà notre Et est-ce qu'à titre personnel, métier. vous vous êtes senti... Merci de vous y intéresser, ça fait plaisir. Est-ce qu'à titre personnel, vous vous êtes senti peut-être un peu plus Et vous serez favorisé? toujours la bienvenue dans une de nos 2 agences qui se situent à la place de Sas et au score... J'en ai déjà, tout va bien. Partir assez long, 15 heures de publicité et au score de la boucherie. Donc, est-ce que vous avez le sentiment, à titre personnel, d'avoir été peut-être favorisé de par votre famille? Non, vous savez, j'ai fait mes études, par rapport à j'ai eu mes diplômes, j'ai travaillé, pas uniquement dans l'immobilier d'ailleurs. Aujourd'hui, vous me parlez du sortant. Bon, on va pas en parler plus parce que je crois qu'il est inexistant. C'est un mandat fictif et je vais tout faire pour y mettre un terme et représenter enfin le territoire. Alors, vous êtes passionné par la politique. Est-ce qu'il y a des chances, tellement votre passion est dévorante, que vous deveniez un alimentaire de la politique? Parce que, par exemple, c'est le cas du sénateur Laurent Burgoa, et il assume totalement cela. Non, mais je vous le dis, moi j'ai 2 passions, ma profession, l'immobilier, et la politique. Aujourd'hui, j'arrive à exercer les 2. Vous continuerez, de front. si je suis directeur général de notre entreprise. Donc écoutez, ne vous en faites pas pour mon emploi du temps, je le tiens très bien. Je m'en fais pas, je vous pose simplement la question. Voilà, très bien. Dans le cadre de votre campagne pour les législatives, vous menez une grande consultation auprès des Nîmois. Elle se terminera, enfin des Nîmois et des autres habitants de la 6e circo, parce qu'il n'y a pas que Nîmes, il y a aussi toute une partie de l'Uzège. Elle devrait se terminer le 15 mars. Quel premier bilan vous en faites? Et si d'aventure vous devenez député, qu'est-ce que vous feriez de cette consultation? Très bien, mais écoutez, cette grande consultation que j'ai lancée avec les militants, les bénévoles qui me suivent, nous permettent un peu de renverser le principe de présenter un candidat et un programme. Et à l'inverse de ça, bien, on va à la rencontre de l'électeur et c'est à lui qu'on le demande de se présenter. Quelles sont les thématiques phares qu'il souhaite voir porter sur la circonscription? Quelles sont les attentes? Quelles sont les propositions aussi? Ce sont des questions ouvertes qu'il souhaite voir mises au jour, dupliquées peut-être à l'échelle départementale, à l'échelle nationale. Et je crois que tout cela, ça nous enrichit. Et j'y ai identifié 2 très très grands besoins. Allez-y. Le premier besoin, c'est de la part des bénévoles qui affluent. Parce qu'ils sont en demande de mener cette participation citoyenne, de mener cette consultation. Et de l'autre côté, les gens qui ont besoin qu'on leur parle enfin de politique. Mais du coup, qu'est-ce qui est remonté? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les électeurs? C'est qu'on ne parle plus de politique. Aujourd'hui, j'ai demandé aux bénévoles qui m'accompagnaient pour les 10 derniers jours de cesser cette grande consultation pour s'investir dans les actions humanitaires, j'espère qu'on en parlera, et de solidarité vis-à-vis des civils ukrainiens. Donc on l'a reprise dès aujourd'hui et ce que je veux en tirer, c'est qu'on va étendre cette grande consultation jusqu'à la présidentielle au vu des besoins, au vu des réponses des habitants qui vraiment ont chevillé au corps ce besoin de parler de politique. On n'en saura pas plus. Oui, on n'en sera pas plus. Je n'osais pas rebondir, mais c'est pas grave. Ça viendra, ne vous en faites pas. On va pas rabattre toutes les cartes. Si peut-être que la consultation était aussi fictive. On va pas abattre toutes les cartes. On verra le 15 mars. Vous verrez. Si d'aventure vous n'êtes pas élu député, finalement, ce ne sera pas une vraie défaite puisque vous arrivez à vous faire connaître, vous êtes sur le devant de la scène publique. Ça peut être un avantage dans votre carrière politique à venir. Non, mais vous savez, je ne raisonne pas comme ça. Moi, mon but, mon objectif aujourd'hui... Mon objectif les yeux dans les yeux, les yeux dans les yeux, mon objectif... Vous ne pensez pas à votre avenir politique, monsieur Courdil. Je pense que les gens qui nous regardent ont compris que vous pensez un peu quand même. Non, mais si vous pensez ça, c'est un mensonge. Moi, aujourd'hui, je veux être élu député et je ferai tout pour. Après... Allez-y, je vous en prie. Oui, finissez. Après, sinon, c'est que je suis malin. Vous êtes un peu comme Julien Plantier. Je partirai sur la 2e proposition. Qui est celle que je pense que c'est malin. Qui est
Qui est quoi? C'est quoi votre deuxième proposition? Non, c'est député ou... Pratiquer la politique du fer au feu? Pas du tout, vous me demandez. Moi, aujourd'hui, mon but, c'est d'être élu député. Voilà la véritable réponse. Allez, on dit 2 mots rapidement quand même sur votre poste d'adjoint à la ville de Nîmes, en charge de la politique de la ville. Qu'est-ce que vous retenez sur ces 2 années de mandat? Écoutez, ça a été 2 années qui ont été particulièrement compliquées pour les gens que l'on accueille au sein des centres sociaux, ceux pour qui nous menons cette animation de territoire, le maintien du lien social. On a eu cette première crise du Covid où en réactivité sur ces 6 équipements municipaux avec l'ensemble des agents, on a su être présent au quotidien, imprimer les attestations, donner des masques, du gel, etc., les accompagner à la vaccination et on a vu ô combien les besoins qu'il pouvait y avoir, mais on a répondu présent. Participe activement également au conseil de quartier. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur les conseils de quartier? Écoutez, je trouve que c'est un outil qui est très pertinent parce qu'en proximité et dans la réalité avec les gens, sur l'aménagement urbain, sur des petits travaux de proximité, de voirie, de cadre de vie, de végétalisation, on arrive à de belles réalisations. Ils sont dotés d'un budget conséquent. Ce n'est pas une obligation légale, mais une volonté politique de Jean-Paul Fournier. Et je crois qu'on y arrive à faire de la démocratie de proximité et de la participation citoyenne directe. Merci beaucoup, Monsieur Courtil, d'avoir répondu à toutes nos questions.